Bienvenue dans ce nouvel épisode de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Nous sommes toujours très heureux de vous retrouver. Les dirigeants mondiaux se sont réunis lors de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. C'est la première réunion en présentiel depuis 2019. Entre le changement climatique, l'aggravation de la crise alimentaire et la persistance de la pandémie de Covid-19, les sujets de discussion ne manquent pas, mais c'est le conflit ukrainien qui a dominé les discussions. Toutefois, le sujet de l'Afrique était aussi à l'ordre du jour et Linda Thomas-Greenfield, l'ambassadrice des États-Unis auprès des Nations Unies, a déclaré récemment ce qui suit, je la cite. D'autres pays ont exprimé leur inquiétude quant au fait que, alors que nous nous concentrons sur l'Ukraine, nous ne prêtons pas attention à ce qui se passe dans d'autres parties du monde. Mais ce n'est pas le cas. D'ailleurs, en marge de l'Assemblée générale, les États-Unis accueillent conjointement avec l'Union européenne et l'Union africaine le sommet des Nations unies sur les systèmes alimentaires, ainsi qu'une réunion en soutien au plan d'action mondial contre la Covid-19 et une conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Fin de citation. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous discuterons de l'Union africaine, cette institution panafricaine qui a célébré en juillet dernier son 20e anniversaire avec d'importantes réalisations et d'énormes défis. Nous verrons également comment l'Union africaine traite les problèmes auxquels elle est confrontée avec deux spécialistes de cette organisation panafricaine et de ses relations avec les États-Unis. Notre premier invité interviendra en visioconférence depuis les Nations Unies. Il s'agit d'Ahmed Fathi, correspondant résident au siège de l'ONU à New York. Il est également analyste géopolitique international et directeur de l'analyse pour ATN, l'American Television News. Notre second invité est également journaliste. Il s'agit d'Abdulrachid Aboubakr, le producteur de la série Discover Africa. Il a travaillé dans le monde entier, en Afrique, en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. Il est responsable du magazine Kibolan, qui a vu le jour en 2018, et il est publié par la mission de l'Union africaine à Washington, D.C. Avant d'entamer le débat avec nos deux invités, je vais donner la parole à notre chroniqueur Mark Feifel. Mark, je vais vous lire un extrait de la déclaration du directeur de l'International Crisis Group aux Nations Unies au sujet de la réunion de cette semaine à New York pour connaître votre opinion à ce sujet. Je le cite. Derrière bon nombre de ces réunions, il y a une énorme tension entre les pays occidentaux et les représentants du Sud en particulier, car il y a beaucoup de malaise sur des questions telles que le lancement du vaccin contre la Covid-19, le financement dans le domaine climatique et la hausse des prix des produits alimentaires. Toutes ces questions donnent lieu à des divisions majeures entre les États membres des Nations Unies. Fin de citation. Alors, êtes-vous d'accord avec cette vision et pensez-vous que le Sud global est négligé? First of all, it is true. There is some challenges internationally between various countries, as there usually is, leading up to Anunga. I think that when you have COVID... Tout à fait. Il y a plusieurs défis majeurs à relever. C'est une chose évidente. Lors de l'Assemblée générale, nous parlons principalement de la pandémie de Covid-19. Ensuite, l'attention de l'Occident est dirigée vers la guerre en Ukraine. Malheureusement, ces deux questions masquent les problèmes de nombreux pays amis. C'est peut-être la multiplicité des problèmes qui rend les travaux de cette année plus importants à l'Assemblée générale. Les dirigeants mondiaux ont passé plus de jours à New York et ils devaient également se rendre à Washington pour rencontrer les responsables américains afin d'analyser la convergence entre leurs discours à l'Assemblée générale et leurs intérêts généraux. D'ailleurs, c'est le moment le plus approprié pour le faire. Il faut qu'ils puissent se faire entendre de l'Occident, sinon les choses se dérouleront comme cela a toujours été. Un discours anonyme prononcé à l'ONU devant une assemblée éparse avant de retourner d'où ils sont venus. Permettez-moi de me tourner à présent vers vous, Ahmed Fathi, pour évoquer les dossiers débattus lors de cette Assemblée générale. Votre position est singulière puisque vous couvrez les questions africaines aux États-Unis depuis le siège des Nations Unies à New York. Pensez-vous que les États-Unis et l'Europe ne sont pas préoccupés par l'Afrique?
Tout au contraire, je pense que les États-Unis ont démontré un intérêt majeur à travers leur politique étrangère fondée sur la création d'alliances, le renforcement des relations et la mise en œuvre de plusieurs programmes d'aide. Je rappelle que les États-Unis restent le plus grand fournisseur d'aide sur le continent africain et dans de nombreuses régions dans le monde. L'Agence des États-Unis pour le développement international est active dans presque tous les pays africains. Quant à l'Europe, elle a aussi exprimé un intérêt pour la sécurité en Afrique du Nord, notamment en ce qui concerne l'immigration clandestine en Méditerranée. Donc, les États-Unis et l'Europe ont un intérêt à soulager les souffrances des pays africains. Concernant les États-Unis, l'administration Biden a défini 4 piliers pour sa politique étrangère en Afrique. D'abord, le soutien à l'ouverture et l'encouragement de sociétés ouvertes fondées sur la responsabilité et la transparence. Ensuite, une volonté de récompenser les régimes démocratiques. Et ce n'est un secret pour personne que dans les pays qui souffrent de problèmes sécuritaires, il est fort probable d'avoir des problèmes de gouvernance. Le troisième volet concerne l'assistance à la relance de l'économie dans les pays africains après la pandémie de Covid-19. Sans cela, il n'y aura aucune possibilité de développer les échanges commerciaux ou les investissements avec le continent africain. Quatrièmement, il est communément admis que l'Afrique est le continent qui est le moins responsable des changements climatiques. Ainsi, l'administration américaine contribue à la préservation de l'environnement en Afrique et à la transition vers une énergie propre. Alors, si nous prenons tous ces piliers ensemble, on voit à quel point les États-Unis se soucient du continent africain et à quel point l'Afrique occupe une place importante dans la politique extérieure des États-Unis. Je vous remercie, Ahmed Fathi, pour ces précieuses informations. Parlons maintenant de l'Union africaine qui a été créée il y a 20 ans et dont je vais citer un extrait de l'acte constitutif. L'Union africaine s'inscrit dans la vision d'une Afrique intégrée, prospère et pacifique, dirigée par ses propres citoyens et représentant une force dynamique sur la scène internationale. Voilà pour la citation. Alors aujourd'hui, 20 ans plus tard, comment évaluez-vous la performance de l'Union par rapport à ses objectifs ? L'Union africaine se cherche encore et n'a pas vraiment réussi à atteindre tous ses objectifs. Toutefois, il y a plusieurs aspects positifs. Nous ne devons pas sous-estimer les crises majeures qu'a connues le continent. La région du Sahel, notamment, souffre d'une insécurité chronique causée par la présence croissante des groupes armés terroristes. Il faut aussi relever la Corne de l'Afrique qui est actuellement en proie à la famine, aux guerres civiles et à des conflits frontaliers comme ceux entre l'Éthiopie et le Soudan ou encore entre l'Égypte et l'Éthiopie, sans parler des crimes contre l'humanité perpétrés dans le Tigré. Si on regarde en Afrique subsaharienne, elle ne souffre pas moins que le reste du continent. Par conséquent, il y a un besoin urgent de l'Union africaine de rester forte. Mais dans la mise en œuvre, cette Union africaine doit faire plus d'efforts pour résoudre les crises. Cela ne se fera pas sans consensus entre les États membres. Ce consensus est sujet à des fluctuations constantes en raison de la persistance de conflits et l'existence de problèmes non résolus. En plus des problèmes émergents comme la crise du barrage de la Renaissance en Éthiopie. Théoriquement, l'Union africaine est une institution qui peut apporter beaucoup au continent, mais j'attends des résultats plus tangibles.
theory is good, but I'm looking more for deliverables. Right. You know, that's an interesting point you made about, Vous avez soulevé ici un point important, à savoir le consensus, ce qui est difficile à réaliser dans une organisation telle que l'Union africaine, basée sur la diversité. Nous y reviendrons plus tard. Mais je vais me tourner à présent vers Marc. Marc, ce qu'Ahmed Fathi nous décrit est un peu similaire à ce qui se passe au sein des Nations Unies. Les dysfonctionnements de l'Union africaine se retrouvent également dans des organisations internationales que les Nations Unies. Cette organisation internationale qui comprend des pays qui ont des agendas différents et contradictoires. Alors, quelles sont les leçons qu'on peut tirer de l'expérience des Nations Unies pour éviter à l'UA les divisions qui empêchent de prendre les bonnes décisions pour le continent? Taking action on the problems that face the continent. Listening is number one, and finding ways to reach a compromise, although you might not be 100% happy with it. La nécessité de l'écoute, qui est d'abord la première condition, puis la recherche des moyens en vue de construire un consensus. Vous n'obtenez pas peut-être des résultats satisfaisants à 100%, vous n'obtiendrez que la moitié de ce que vous demandez. Le plus important est d'identifier séparément les défis majeurs de chaque pays et de trouver des moyens d'y remédier. Et la corruption, l'instabilité ou la dénutrition, votre ouverture aux puissances extérieures, qu'il s'agisse des Nations Unies ou des États-Unis, vous donnera une place de choix à l'international. Occupez-vous d'abord de votre fort intérieur, puis cherchez le consensus malgré sa difficulté dans les relations internationales. C'est la recette pour aller de l'avant. Vous venez d'écouter les propos de Mark Feifel et d'Ahmed Fathi sur l'importance cruciale de l'Afrique pour les États-Unis et l'importance du discours des dirigeants africains à l'Assemblée générale des Nations Unies. Nous allons maintenant faire une courte pause avant de nous retrouver pour parler de l'engagement du Royaume du Maroc envers le continent africain pour son développement et pour sa prospérité. Restez avec nous. Nous voilà de retour pour la suite de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Notre discussion porte aujourd'hui sur le rôle de l'Union africaine dans la communauté internationale. Abdul-Rachid Aboubakr se joint à nous pour cette seconde partie. Il couvre les affaires africaines en tant que journaliste, producteur d'images et éditeur d'un magazine sur l'Afrique. Alors j'aimerais aujourd'hui que nous parlions de certains des problèmes auxquels l'Union africaine est confrontée. Le président de la République du Kenya, William Ruto, nouvellement élu, a annoncé la décision de son pays d'annuler la reconnaissance de la fantomatique RASD. Qu'en pensez-vous? Thank you so much for having me on your show tonight. Merci beaucoup de m'avoir invité aujourd'hui dans le cadre de votre émission et merci pour cette excellente question. Je pense qu'il s'agit d'un développement majeur pour le continent africain ainsi que pour l'Union africaine. Je pense également que son Excellence, le président de la République du Kenya, William Ruto, souhaite commencer son mandat dès le premier jour après avoir prêté serment en envoyant un message clair aux dirigeants africains ainsi qu'aux membres de son gouvernement, qui ne laissera aucune question africaine sans réponse. Dès lors, je pense que le pas qu'il a fait va vraiment dans le bon sens, car le roi Mohammed VI a envoyé un message amical plein de respect et d'amitié pour féliciter le président kényan William Ruto. Ce dernier y a vu une étape importante dans le renforcement des relations bilatérales entre le Kenya et le Royaume du Maroc. As a very important step to boost the bilateral relationship between
the Republic of Kenya and the Kingdom of Morocco. And he wants to D'ailleurs, le nouveau président du Kenya a voulu montrer sa volonté de travailler étroitement avec le roi Mohamed VI et le merveilleux peuple marocain. Bien, permettez-moi maintenant d'évoquer avec vous certains développements aux États-Unis. Le 15 septembre, le sénateur américain Marco Rubio a interrogé le secrétaire d'État Anthony Blinken sur l'engouement excessif de l'Algérie pour l'armement russe. Il a appelé à des sanctions contre l'Algérie. Quel regard portez-vous sur cette affaire? Well, I think the Algeria needs the United States. The United States don't need Algeria. So, and I think the leadership Écoutez, je pense que l'Algérie a besoin des États-Unis. En revanche, les États-Unis n'ont pas besoin de l'Algérie. Buying weapons from Algeria, because if you look at it very well, certain mistakes. Par conséquent, je pense que les dirigeants algériens devront reconsidérer la manière de procéder pour négocier l'achat d'armes à la Russie. Car si nous examinons cette question et regardons de près, nous constaterons que c'est une erreur. Personnellement, j'ai annulé mon voyage en Algérie, car j'avais suivi l'actualité que vous venez d'évoquer. J'avais l'intention de me rendre à Alger via Casablanca avec une équipe, mais j'ai annulé le voyage car après la lettre du sénateur Marco Rubio, secrétaire d'État américain, nous ne savions pas ce qui pouvait nous arriver en Algérie. Mais je crois et je suis convaincu que les dirigeants algériens devront reconsidérer la question de l'achat d'armes russes et agir dans l'intérêt de l'Union européenne et des États-Unis. Parlons maintenant du Maroc. Le roi Mohamed VI a fait de l'Afrique la pierre angulaire de la politique étrangère du royaume. La réintégration du Maroc au sein de l'Union africaine il y a 5 ans a renforcé le développement économique, social et politique du continent. Pouvez-vous nous parler du cercle d'influence du Maroc au sein du continent et de l'Union africaine? Let me go back further to 1984 when the Kingdom of Morocco decided to resign from the African Unity. Alors permettez-moi de remonter en 1984 lorsque le Maroc a quitté l'OUA pour protester contre l'attribution d'un siège au Front Polisario. L'OUA qui était donc l'organisation de l'unité africaine, l'ancêtre de l'Union africaine actuelle. Morocco kept on developing its bilateral relationships with the African countries. It went into building bridges of economic development and cooperation. A little bit trivia information, Morocco is the second Pendant plus de 30 ans, le Maroc est donc resté éloigné des relations africaines multilatérales. Néanmoins, le pays a maintenu ses relations bilatérales avec les autres pays du continent et a œuvré à la construction de liens de développement économique et de coopération. Le Maroc est un investisseur de taille en Afrique. Le Royaume est devenu le deuxième plus grand investisseur du continent africain. Une statistique impressionnante rendue publique à l'occasion de la 8e édition de la TICAD. Cela vous donne une idée de la relation Maroc-Afrique qui est d'ailleurs une priorité de la politique étrangère inscrite au préambule de la Constitution de 2011. Reaching out to Africa, and not just to West Africa, but also they are expanding into Central and further beyond that. En fait, le Maroc est un pays unique qui jouit d'une position stratégique au carrefour de l'Afrique, de l'Europe et du monde arabe. Je suis très impressionné par les investissements du Maroc en Afrique subsaharienne qui sont spectaculaires et concernent plusieurs secteurs. Le Maroc est ainsi devenu le premier investisseur africain en Afrique de l'Ouest et le second à l'échelle du continent entier.
Ahmed, vous avez parlé de la taille des investissements du Maroc en Afrique qui a été évoquée lors de la 8e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique à Tunis. Bien que Rabat n'ait pas participé à cette édition parce que la Tunisie avait invité Ibrahim Rali, le chef du Front Polisario. Alors cela m'amène à une question que nous avons déjà abordée tout à l'heure et qui est liée aux positions divergentes des pays de l'Union africaine sur un certain nombre de questions, y compris celle du Front Polisario, que certains États reconnaissent encore comme le représentant de la population sahraoui, en précisant que la plupart des États membres ne le font pas. Dans le contexte actuel, pensez-vous que l'Union africaine puisse jouer un rôle en vue de la résolution de ce différend? Écoutez, cela se fera éventuellement, mais pas dans l'immédiat. Si on regarde attentivement la carte des pays qui ont reconnu les séparatistes, on constate que de nombreux pays africains ont retiré cette reconnaissance. D'ailleurs, nous devons prendre en compte l'aspect historique et l'atmosphère psychologique qui régnait dans les pays africains dans les années 60 et 70, dans le sillage en fait de la vague de décolonisation et d'indépendance dans les années 60 du siècle dernier. Bien évidemment, la tendance dominante était de soutenir toute revendication d'indépendance sans aucun recul factuel, mais avec le temps, de nombreux pays africains ont retiré leur reconnaissance et on les voit aujourd'hui reconnaître la souveraineté du Maroc sur son Sahara. J'ai personnellement assisté en 2020 à l'ouverture d'un certain nombre de consulats généraux dans la ville de Laayoune, en particulier un consulat du Burundi. C'est un État qui reconnaissait depuis toujours la soi-disant République sahraoui, mais qui a retiré sa reconnaissance en réitérant son appui à l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc. En fait, si on examine de plus près les conditions de vie de la population dans les provinces du sud du Royaume, on découvre une communauté qui vit dans le confort de villes modernes comme Laayoune ou Dakhla, tandis que les habitants dans les camps de Tindouf souffrent à cause des conditions de vie déplorables. Il n'est pas nécessaire d'avoir des connaissances très avancées pour se convaincre de l'énorme différence entre les deux cas. Si on regarde la situation des droits humains et le niveau de participation politique, les choses sont claires. J'ai personnellement rencontré un certain nombre d'élus dans les provinces du Sud et l'un d'eux d'ailleurs était un ancien responsable du Polisario. Il a fini par se rendre compte que le séparatisme n'aboutirait à rien. Il voulait appartenir à un pays qui pourvoit à tous les besoins de base de sa population, respecte les droits humains et offre des opportunités économiques. Merci Ahmed. Je me tourne à présent vers Mark Feifel. Mark, que signifie cet appel lancé par un sénateur américain au département d'État en vue d'imposer des sanctions et de punir l'Algérie pour l'achat important de matériel militaire russe? Alors, comment cela affecte-t-il les relations américano-algériennes ainsi que les relations de l'Algérie avec l'Europe? So it sends a very strong message to Algeria that C'était un message fort adressé à l'Algérie pour qu'elle arrête de coopérer avec la Russie, sans quoi cela aura des conséquences désastreuses pour Alger. Il est intéressant de noter que le sénateur qui a envoyé la lettre est minoritaire au Sénat. Il n'a pas toutes les cartes de lobbying dont disposent les démocrates, mais les choses pourraient évoluer en novembre prochain, selon les résultats des élections de mi-mandat. Si M. Rubio devient président du comité des affaires étrangères du Sénat,
Sénat des États-Unis, les conséquences seront autrement plus importantes car le secrétaire Blinken devra l'écouter et Rubio aura le pouvoir de contrôler les candidats pour les postes au Sénat. C'est un grand acquis pour le Maroc et c'est face à l'Algérie pour laquelle la position des États-Unis est très claire. Trouvera-t-il le soutien des démocrates? Cela peut dépendre de la réaction d'Alger. Si les Algériens continuent leur agression et persistent à acheter des armes à Poutine, il y aura pour eux de graves conséquences. La vérité est que la balle est maintenant dans leur camp. Ils doivent fournir une réponse et surveiller les résultats des élections, car si cela va en faveur des républicains, les conséquences pour Alger seront terribles. Nous arrivons déjà au terme de cette discussion et pour conclure cet entretien des plus instructifs, je dirais que le monde s'intéresse à l'Afrique. Celle-ci n'est ni négligée ni oubliée. Comme l'a dit Ahmed Fathi, l'Union africaine doit affirmer son rôle tout en transformant les espoirs en réalité sur le terrain. Et cela dépend beaucoup du courage et de l'investissement des États membres pour résoudre les problèmes multilatéraux. Enfin, sur de nombreux volets diplomatiques liés aux affaires africaines, je dirais que les choses vont dans le sens que souhaite le Maroc et comme l'a dit Ahmed Fathi, de plus en plus de pays reconnaissent la souveraineté du Maroc sur son Sahara. Il est devenu tout à fait clair que les idéologies des années 70 et les mouvements de lutte contre le colonialisme font partie de l'histoire. Are now recognizing that legacy is history and is old news. Je soulignerai enfin cette évolution majeure aux États-Unis concernant la dénonciation de l'Algérie pour l'achat massif d'armes russes. Je tiens à remercier nos deux invités, Ahmed Fathi et Abdelrachid Aboubakr. Merci également à notre chroniqueur, Marc Feifel. Merci à vous pour votre attention et rendez-vous la semaine prochaine. À très bientôt.